Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer les intégrales de l'air. Donc on a l'intégrale i qui va de 0 à pi sur 2 de ln de sinus t dt, et puis l'intégrale j qui va de 0 à pi sur 2 de ln de cosinus t dt. Donc on comprend vite pourquoi on appelle ça les intégrales de l'air. On se rappelle des formules de l'air, c'est juste les formules de sinus et de cosinus version exponentielle avec des nombres complexes. C'est pour ça parce qu'on a le sin et le cos. Ce qu'on va faire, tout d'abord, avant d'essayer de les calculer, on va surtout s'intéresser à i, parce que vous verrez, il y a un petit détail particulier ensuite. Mais avant d'essayer de calculer l'intégrale, il faut s'assurer qu'elle converge, parce que si l'intégrale ne converge pas, il n'y a rien à calculer, elle n'a pas de valeur. Soit elle va monter à plus l'infini, soit alors elle va osciller entre des valeurs. Donc il faut s'assurer que l'intégrale converge. Pour ça, il faut regarder est-ce que à nos bornes, il peut y avoir des problèmes ou pas sur l'intégrale. Pour le i, lorsque notre t vaut pi sur 2, on a ln de sinus pi sur 2 ça vaut 1, ln de 1 ça vaut 0, enfin ça existe, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est en 0, il y a plus de soucis, parce que sinus 0, ça vaut 0, et ln de 0, c'est pas trop défini, on n'a pas le droit. Donc il va falloir qu'on regarde que vaut notre intégrale en 0. Et pour voir si une intégrale converge ou pas en un point, on a un critère qui marche assez bien, c'est le critère de Riemann. Oui, quand une intégrale, elle converge pas forcément, enfin, qu'il y a un problème sur une borne, on appelle ça une intégrale impropre. Et pour voir si elle converge, on va utiliser le critère de Riemann. Le critère de Riemann, en fait, c'est juste prendre la fonction 1 sur t puissance alpha. Cette fonction-là, du moins, quand on va prendre l'intégrale, cette intégrale-là, elle va converger en 0 lorsque alpha va être plus petit que 1, et elle va converger en l'infini lorsque alpha va être plus grand que 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de majorer notre intégrale en valeur absolue par cette intégrale-là, par cette fonction-là, le 1 sur t puissance alpha. Comme on est en 0, on va prendre un alpha qui est plus petit que 1. Il y a un truc qui marche très bien, c'est de prendre alpha égale 0,5. C'est bien plus petit que 1, donc ça fonctionne. Et puis surtout, t puissance 0,5, c'est racine de t, donc c'est un petit peu plus facile. Autrement dit, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que en 0, est-ce qu'en valeur absolue, ln de sinus t, non, sinus t tout court, est plus petit que 1 sur t puissance alpha, lorsque t tend vers 0. Puisqu'on a dit qu'on allait prendre alpha égale 1,5, nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'en valeur absolue, notre truc du dessus, est-ce qu'il est inférieur à 1 sur racine de t? Autrement dit, on peut le voir différemment, est-ce que notre ln sinus t, est-ce qu'en 0, il est équivalent, ou même, pardon, même pas équivalent, est-ce qu'il c'est égal à un petit taux de 1 sur racine de t? Autrement dit, est-ce qu'il est minuscule devant ce truc-là? Et comme ce truc-là converge, s'il est minuscule devant un truc qui converge, forcément, on converge. Et on prend les valeurs absolues parce que ce truc-là pourrait descendre à moins l'infini, donc être très très bas, ce sera embêtant. Donc c'est bien en valeur absolue. Ce qu'on peut faire, c'est multiplier par racine de t de chaque côté, donc là, on a racine de t. Hop. Autrement dit, ce qu'on va regarder, est-ce que lorsque t tend vers 0, est-ce que cette quantité-là, elle est minuscule devant 1? Voilà la question, parce que là, il ne nous reste plus que le 1. Un petit taux de 1, ça veut dire être minuscule devant 1. Là, ce qu'on peut faire, c'est... On ne peut pas faire la limite tout de suite, enfin, il y aura un petit souci, puisque on aurait ln de 0, qui est un peu embêtant. Par contre, on sait qu'en 0, il y a quelque chose avec du sinus, on connaît très bien, c'est le sinus t sur t. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est truquer un petit peu l'écriture, et mettre du ln de sinus t sur t, et bien sûr, on va faire fois t pour compenser. Nous, ce qu'on sait, c'est que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc on a racine de t, facteur de ln de sinus t sur t plus ln de t. Là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le fait que, en 0, sinus t, il est équivalent à t. Ce qui veut dire que sinus t sur t, en 0, il va tendre vers 1, t sur t. Donc, ln de sinus t sur t, il va tendre vers ln de 1, donc il va tendre vers 0. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est développer. En développant, nous, on avait donc racine de t fois ln de sinus t sur t, plus racine de t, ln de t. On vient de dire que, alors, lui, il tend vers 0. Racine de t, quand t vaut 0, racine de 0, ça vaut 0. 0 fois 0, ça fait pas beaucoup. Donc là, on aura 0. Ensuite, à côté, racine de t fois ln de t. ln de t, en 0, c'est moins l'infini, un peu embêtant. Racine de t, c'est 0. 0 fois moins l'infini, a priori, c'est une forme indéterminée. Sauf qu'on sait que les fonctions puissance, t puissance 0,5, sont beaucoup plus fortes que les fonctions logarithmes. Ça, c'est les théorèmes des croissances comparées. Et donc, en fait, ça veut dire que le 0 ici, il est beaucoup plus petit
est plus puissant que le moins l'infini. C'est-à-dire qu'il va tirer le moins l'infini vers lui. Et donc le tout, là on a 0, là on a moins l'infini. Le tout va aller vers 0. Autrement dit, quand on ajoute les deux, 0 plus 0, ça fait 0. Donc, on vient de trouver que notre quantité ici, elle tend vers 0. Et plutôt, comme on a multiplié par la racine de t devant, on vient de prouver que c'était un petit taux devant 1 sur racine de t. Et donc, d'après le critère de Riemann, c'est ça le critère de Riemann, c'est comparé en valeur absolue à 1 sur t puissance alpha. D'après le critère de Riemann, notre intégrale, elle converge en 0. Donc maintenant qu'on sait qu'elle converge, c'est-à-dire qu'elle va avoir une valeur, on va pouvoir essayer de la calculer. On va déjà remarquer quelque chose, c'est que notre i et notre j se ressemblent beaucoup. Sauf que dans l'un il y a du sin, dans l'autre il y a du cos. Et on peut facilement passer de l'un à l'autre. Si on fait un petit cercle trigo, on va vite retrouver le moyen de passer de l'un à l'autre. Pour pas apprendre les formules par cœur, il suffit de prendre un x quelconque, mais de sorte à ce que son cos et son sinus soient très différents. Il a un grand cos et un petit sin. Nous, on voudrait passer, par exemple, de cos à sin. Donc, de là à ici. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre pi sur 2 moins x, parce que regardez, si on se met à pi sur 2 moins x, on va être ici. Là, on a pi sur 2 moins x. Et si on regarde le cos, et bien le cos, il est là. Autrement dit, il est devenu égal au sinus qu'on avait au départ. Donc, on a une formule qui nous dit que cosinus pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est un changement de variable. Ici, on peut remplacer t par pi sur 2 moins x. T égale pi sur 2 moins x, de sorte à remplacer le cos par un sin dans la deuxième. Alors, il va falloir modifier d'autres choses, parce que déjà, on avait un dt. Quand on dérive, ici, on aura dt, et de l'autre côté, on va dériver par rapport à x. Alors, pi sur 2 dégage, et la dérivée de moins x, c'est moins 1, donc on aura moins 1 dx. On va aussi regarder les bornes. Notre t, il allait à 0. Quand t va vers 0, x va vers pi sur 2. Donc, quand t tend vers 0, x va à pi sur 2. Et quand t allait à pi sur 2 tout en haut, pi sur 2 égale pi sur 2 moins quoi? Moins 0. Donc x va à 0. Ce qui veut dire que notre j, on va pouvoir écrire l'intégrale sous la forme, on a dit on va de pi sur 2 à 0 cette fois, ln cos, ça fait cos pi sur 2 moins x, donc ça fait sinus x en fait. Sinus x, et puis le dx, c'est un moins dx. Bon, on a quasiment la première, sauf qu'on a un moins, et les bornes sont inversées. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, on a le moins ici. On peut le sortir devant l'intégrale, ce moins déjà. Je vais enlever, c'est pas en plus, c'est en fois ici. Et surtout, quand on échange les bornes dans une intégrale, on change juste le signe. Donc ici, on peut mettre de 0 à pi sur 2, et en changeant le signe de l'intégrale. Autrement dit, on tombe sur quoi? Exactement la même que i. Donc j, il est égal à i. Et c'est pour ça qu'on ne va pas calculer les deux, on va en calculer qu'une. Puisque les deux sont égales, si on en a une, on a l'autre. Alors ce qu'on va faire pour essayer de calculer i, c'est qu'on va faire i plus j. On va regarder ce que ça vaut. On va les ajouter, parce qu'on se rend bien compte que on fait les intégrales d'Euler. Et dans Euler, dans les formules d'Euler, on a du cos et du sin. Donc on pourrait essayer de rassembler les deux intégrales pour avoir le cos et le sin ensemble. Donc si on fait l'une plus l'autre, on va avoir intégrale de 0 à pi sur 2 de ln sinus t plus ln cosinus t. Alors oui, je suis allé un petit peu vite ici. Ça fait intégrale de la première, enfin intégrale 1 plus intégrale 2. Mais comme on a les mêmes bornes, par linéarité de l'intégrale, on peut rassembler ce qu'il y a à l'intérieur. Intégrale de a plus intégrale de b, c'est intégrale de a plus b, si elles ont les mêmes bornes. Sauf qu'ici, ln de a plus ln de b, on peut appliquer les formules, on connaît. Ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc là, c'est comme si on avait ln de sinus t fois cosinus t. Et là, ça devrait vous rappeler des choses. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours pour retrouver toutes les formules de trigonométrie. Cos a plus b, cos a moins b, sin a plus b, sin a moins b. Et il y en avait une dans laquelle on a le sinus fois cosinus. Si on se rappelle bien, sin a plus b, c'est égal à sin a cos b plus sin b cos a. Nous, on a sin t cos t, donc on pourrait prendre a et b qui sont tous les deux égales à t. Ce qui donnerait donc sinus de t égale sin t cos t, ici, et pareil à côté, sin t cos t, donc en fait on l'aurait deux fois. Et nous, le sin t cos t, c'est ça qu'on veut, donc on peut diviser par 2 ici. Et donc notre intégrale, là, ça va donc devenir intégrale de 0 à pi sur 2, ln sinus de t dt. On se retrouve donc avec cette intégrale-là, de 0 à pi sur 2 de ln sinus de t sur 2 dt.
Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être sortir le divisé par 2, parce qu'on sait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Comme le 2, il n'y a pas de variable à l'intérieur, ce sera facile à gérer. Donc ça, on peut écrire que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus de t, dt, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, ln de 2, dt. Puisque c'est une constante, en fait, il suffit pour avoir son intégrale, l'air sous la courbe, c'est juste la valeur de la constante fois la longueur de l'intervalle. L'intervalle, ici, il est long, on va de 0 à pi sur 2, donc il mesure pi sur 2. Donc en fait, on a moins pi sur 2, ln de 2. Ok, maintenant, il faut qu'on calcule la première partie. Et quand on regarde la première partie, ici, on a une double fonction composée. Dans le ln, on a le sinus, et dans le sinus, on a le 2t. Ce qu'on pourrait faire pour simplifier un peu les choses, déjà, c'est un premier changement de variable, remplacer 2t par un u, par exemple. Donc on pourrait poser u égale 2t. On va donc avoir la nouvelle intégrale à calculer. Ça va donc être intégrale de. On allait à 0. Quand t va à 0, u va à 0. Assez facile. Ensuite, t, il allait à pi sur 2. 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Donc u va aller jusqu'à pi. Et puis là, on va avoir quoi? On va avoir ln de sinus de t, donc sinus u. Et puis le dt, on le remplace par quoi? Ici, on va isoler le t, ça nous fait u sur 2 égale t. Et donc, quand on va dériver, ça nous fait dt à droite, et à gauche, la dérivée de 1/2 par rapport à u, la dérivée de 1/2 u par rapport à u, c'est 1/2 du. Donc là, on va avoir fois 1/2, je vais le mettre devant le 1/2 en facteur, du ici. Et on se rend compte d'une chose, oui évidemment on a le moins pi sur 2, ln de 2, mais lui maintenant il joue plus aucun rôle dans le calcul, il faudra juste penser à le remettre à la fin. On se rend compte d'une chose, c'est que notre intégrale ici ressemble fortement à i, ln de sinus u. Par contre, l'intégrale de i, c'est de 0 à pi sur 2 tout court. Et là, c'est de 0 à pi, donc c'est un peu plus long. Mais si on se souvient ce que c'est une intégrale, la définition de l'intégrale, c'est l'air sous la courbe. Si je fais cette courbe-là, que je vais de 0 jusqu'à pi, voilà ce qu'elle calcule, mon intégrale. Mais pour calculer cette aire-là, rien m'empêche de la couper en deux. Je peux d'abord faire celle-là, puis celle à côté ensuite. Donc là, on peut très bien découper. En fait, ça, c'est la relation de Schall pour les intégrales. Découper, d'abord de 0 à pi sur 2, ln sinus u du, plus ensuite d'aller de pi sur 2 à pi ln sinus u du. Et toujours à la fin, on a notre moins pi sur 2 ln de 2. Voilà ce qu'on doit essayer de calculer. Oui, le 1/2 est en facteur de l'intégrale, donc ça s'arrête ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le tableau pour faire un peu de place. Pendant ce temps, si vous pouviez mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait ultra plaisir de voir que les vidéos plaisent. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît ce que je fais et que vous voulez en voir plus, etc. et me soutenir, me faire grandir la chaîne, etc. Abonnez-vous, c'est super important. Et vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire n'importe quoi, ça me fait super plaisir de vous lire. Merci. N'importe quoi, ce que vous voulez, ce que vous aimez, etc. Donc voilà, allez-y, lâchez-vous et tout de suite on passe à la suite. On en est donc là, on doit calculer tout ça. Alors, l'intérêt d'avoir séparé en deux intégrales, c'est pour que la première fasse apparaître exactement i. La première intégrale, c'est i, donc on va pas garder l'intégrale, on va remplacer par i. Ensuite, on a la deuxième intégrale à gérer. Alors, pour celle-là, nous, on voudrait être entre 0 et pi sur 2, ce qui ressemblerait fortement aux intégrales de départ. Autrement dit, il va falloir qu'on fasse un petit changement de variable. Nous, on a u pour le moment, et on voudrait le faire reculer de pi sur 2, donc on va mettre u moins pi sur 2 égale à x, par exemple, une nouvelle variable. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est l'intégrale de... Lorsque u allait à pi sur 2 moins pi sur 2, ça va à 0. Lorsque u allait à pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. C'est exactement ce qu'on voulait. ln, et ici, on va avoir sinus. U, on a dit, on le remplace par x plus pi sur 2. Et puis, le du, ce qu'on va faire, ce qu'on va dériver, ça nous fait donc du égale dx. Assez facile. Donc là, on va avoir dx tout court. Et regardez ce que c'est ça. Sinus x plus pi sur 2. On peut refaire un petit dessin. Si on fait un x qui est ici, x plus pi sur 2, il est là. Le sinus, il est ici. Autrement dit, il est très grand, il est égal au cosinus. Donc en fait, là, c'est comme si on avait 0 à pi sur 2, ln cosinus x. Et qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est exactement j. Donc, si on fait un petit résumé de la situation, on avait calculé au départ i plus j. I plus j, on a dit que c'est égal à 1/2, facteur de i, ensuite on vient de trouver j, et à la fin on se rappelle quand même qu'on avait le moins pi sur 2, ln de 2. Sauf qu'on avait dit au début que i et j étaient égaux. Donc en fait, à gauche on a 2i, égale i plus j, donc ça fait 2i, divisé par 2 ça fait 1i, moins pi sur 2, ln de 2. On va mettre le i du même côté, 2i moins i ça fait 1i,
Donc on va voir I égale moins pi sur 2 ln de 2. Et de cette manière, on a calculé notre intégrale. Et on peut trouver facilement la valeur de j, puisque i est égal à j, donc j vaut aussi moins pi sur 2 ln de 2. Et donc on en arrive au bout de cette vidéo, on a réussi à calculer notre intégrale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait ultra plaisir de vous lire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, voire même partager la vidéo à vos amis ou n'importe quoi pour essayer de faire grandir la chaîne. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.